Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Raymond DeVos. Merci d'accueillir nos trois invités, Régis Maillot, Didier Gustin et notre ami Florent Baraco. Nous allons parler chansons évidemment avec vous. Salut Didier Gustin. Et bonjour Yvan. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ton spectacle où tu parles de Johnny Hallyday d'une façon assez originale, Johnny libre dans ma tête. C'est ça. D'Éric Bouvron, qui réunit tes deux passions, c'est-à-dire le théâtre que tu as joué une petite dizaine de pièces de théâtre dans ta carrière, et tu as toujours cette passion pour la musique, la chanson, que tu as mise au service finalement du rire, enfin, de l'humoriste que tu es. C'est un peu ça, Didier Gustin. C'est ça, exactement. On a pris, avec Éric Bouvron, on a eu cette idée de Johnny qui refuse le paradis, et qui décide de retourner dans ma tête pour forcer Didier Gustin à monter un concert hommage pour moi. C'est ça, voilà. Alors je pars en road trip avec lui à travers la France et on va voir tous ses copains, Elie Michel, Jonas, Cabrel. Et non seulement je les vois, on boit des coups ensemble, et puis ils chantent, ils testent, on y va pour qu'ils testent une chanson de Johnny. Ouais. Donc ils essayent tous. Il y a Lucchini qui veut absolument être de la partie. Enfin bref, voilà. Et ça donne ceci, Didier Gustin sur scène. Didier Gustin est un vieil imitateur des années 90 aujourd'hui, décédé. Ringard, nul, vieux, naze, has-been, quoi. Allô, Camus, Jean-Claude Camus? Non, rien, il est en train de monter un spectacle hommage à Johnny Hallyday au Stade de France, et il voulait que je l'aide, enfin qu'on l'aide tous. Non, nous. Ouais. Johnny est dans ta tête, énorme! Sortir le loup de sa cave. Enfin, vous êtes combien dans ma tête, là? Oh! Bon, écoute, t'inquiète pas, Didi. Hein? Du calme, calme-toi. Tu vas appeler, il y aura Cabrel, Jonas, Elie Michel, Bruel. Tu vas tous les voir. Et non seulement tu vas les voir, mais tu vas boire des coups avec eux. Allez, en avant, on accélère! Didier Gustin, Johnny libre dans ma tête, Johnny Hallyday, c'est en tournée dans toute la France autour de Johnny Hallyday. Il y a une passion chez toi pour Johnny Hallyday en particulier. Pourquoi tu es allé vers Johnny Hallyday? Ça aurait pu être avec un autre grand de la chanson. Parce que Johnny Hallyday, j'ai toujours imité Johnny Hallyday depuis mes débuts. Il y a des voix comme ça qu'on ne fait plus, et puis il y en a d'autres qui restent toujours. C'est une voix fétiche un peu, ça veut dire, Johnny Hallyday pour toi? C'est quelque chose. Oui, parce que c'est un rocker, et puis pour mettre le feu, il y a rien de mieux que Johnny. Et puis moi je me disais que j'ai vu son hommage national, mais je trouve que les artistes, il n'y a pas eu une énorme soirée où on aurait retrouvé tous les artistes qui auraient rendu hommage à Johnny. Et je me suis dit, moi j'ai pas d'émission de télé, j'ai pas d'émission de radio, et je peux faire un spectacle. Oui, bien sûr. Il y a cette idée de chanteur, d'imitation de chanteurs plutôt chez toi, c'est-à-dire qu'il y a des spécialités chez les imitateurs en fait. Il y a plutôt les gens qui font les voix parler. On dit toujours souvent en tout cas que Laurent Gérard, c'est pas le plus grand chanteur qui soit. Il chante très très bien. Il chante bien. Ah ouais, Laurent Gérard chante bien. Oui. Toi, t'es un chanteur avant d'être un imitateur, c'est ça que je veux dire Oui, mais dans le spectacle, nous, on utilise l'imitation, parce que c'est vrai que les imitateurs, voilà, on en est beaucoup, mais là, on utilise l'imitation pour raconter une histoire. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on raconte l'histoire. C'est une pièce de théâtre avec des musiciens, de la musique. C'est ça. Et les musiciens jouent, on les a un petit peu entendus sur la bande-annonce, ils jouent un rôle. C'est des potes qui répètent dans un garage, quoi. C'est ça. C'est marrant que tu assumes cette idée, que tu te joues, tu rigoles de cette idée de ringardise, parce que tu le dis, tu le dis sans faux semblant, tu assumes le fait que tu aies eu un succès dans les années 80-90, qui a été un peu moindre après, et tu en joues. Je trouve ça classe, c'est super. Ouais, ça m'a pas empêché c'est vrai que de continuer à travailler, de faire une dizaine de pièces, et puis voilà. Mais has-been, oui, effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, has-been? Ça veut dire que tu as été, quoi. Ouais. Tu vois, voilà. Mais tu es toujours. Et il vaut mieux être has-been que
I never been. Ouais, c'est ça. I never was, si on veut faire correctement la grammaire. Merci Johnny, c'est gentil de dire ça. Et puis comme je dis toujours, pardon, excusez-moi, je vous coupe, je dis toujours que has-been, c'est pour un artiste, c'est parce qu'il est entre deux succès. Oui, c'est ça. Oh bah c'est gentil, ça me fait plaisir. C'est joliment dit. Ouais, de rien. C'est joliment dit. Alors, on se balade à travers plein d'artistes. Justement, c'est l'occasion d'aller visiter et rendre visite aux gens que tu citais tout à l'heure. Ouais. Notamment, on va l'écouter maintenant. Sur Bachung, il y a une scène avec Bachung, j'imagine. Ah bah je te la fais en direct, Eh si ben, tu veux. carrément. Ah bah, c'était la On musique, l'écoute. ouais, effectivement. Je la croise tous les matins, 5h40. Elle va prendre son train, et moi je rentre. Elle est belle comme ces filles du jour, comme celles qui n'ont rien à cacher. Et moi je l'attends toujours avant de rentrer, juste pour la regarder. Didier Gustin, Bachung, qui là, chante on est au une paradis, chanson hein. absolument de John Hallyday, qui était écrite d'ailleurs par Jean-Jacques Goldman. Oui, et puis on a aussi un moment qui est assez rigolo où, Charles Aznavour chante une chanson de Johnny avec les arrangements de Under Pressure. D'accord. Ça va être tang, 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 C'est un beau tang. mix tout ça. Tang, 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 C'est ça. tang, tang, tang. David Bowie, Et vous êtes évidemment. sûr que c'est sûr que c'est d'Aznavour, ça? Il retient la nuit, ça marche très très bien. Et alors, on rencontre aussi Michel Jonas. Alors qui est Michel notre- Jonas, on va le rencontrer, on va le voir, il est dans un dojo, Ouais. parce qu'il fait on le sait pas, mais il fait des arts martiaux, il fait du kung-fu. Et on a c'est notre point commun. Et donc Michel Jonas, qui chante du Johnny, ça fait ça. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je le chante autant que je l'aime. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de là, elle vient du blues, voilà. Bravo, c'est finement chanté, c'est froid comme ça. C'est impressionnant. Hein. Non, c'est vrai, c'est impressionnant. Jonas fait partie des. Et t'as vu comme ça marche bien, des voix. Une Ouais. On redécouvre les chansons de Johnny vues par les autres et on se dit ah ouais, d'accord, il aurait pu la chanter. Ah oui, mais il y a une précision vocale assez impressionnante. Ah bah c'est gentil. Il aurait pu chanter du Michel Sardou, Florent Baraco, évidemment. Michel Sardou et Johnny, en plus, c'est une belle Florent histoire Baraco. d'amitié. Florent Baraco, on va en parler tout à l'heure. Il chante du Michel Sardou. On chante du Michel Sardou. Tu nous proposes 2 ouvrages autour de Michel Sardou, toi qui es rédacteur en chef
d'un sujet très très sérieux à Paris Match politique notamment. Oui. Et tu es passionné par Michel Sardou. On va reparler avec toi de tes ouvrages. Mais Sardou, c'est des voix très identifiées. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. On les retrouve très facilement, les voix, en fait. C'est-à-dire que il faut rajouter de la gestuelle ou elles viennent immédiatement? Non, ça vient immédiatement. Là, je suis un peu enrhumé, mais sinon... Ah non, mais je te confirme que tout va bien. Hein. Tu peux y aller, tu peux y aller. Et il y a aussi une autre voix caractéristique que vous visitez dans ce spectacle, Didier Gustin. Quand je dis vous, c'est avec ton équipe. Et c'est une chanson de David Hallyday. Une chanson de David Hallyday. Alors, son père. Vous le rencontrez où à Renaud? À quel moment? Alors, Renaud... Il n'est pas au paradis encore, Renaud? Non, il est dans un bar. Non. Si. à la maison. À la maison, ouais. Merci. Ah oui, carrément. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenu grand. De bons points en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Au-delà de nos différences, de coups de gueule en coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Tous les deux, 100%. Bravo Didier Gustin. Ça s'appelle Johnny Libre dans ma tête. On en parle à nouveau avec toi. On revient juste après dans le Loft Musique qui reçoit également Régis Maillot et Florent Barraco. À tout de suite. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Loft Musique qui reçoit Didier Gustin pour son spectacle Johnny Libre dans ma tête au Théâtre de Passy du 3 au 12 janvier prochain. Également Régis Maillot pour son spectacle lui, Nouveau Ridicule. Il est au Théâtre des Deux Ânes à Paris jusqu'au 26 avril prochain. Et puis Florent Barraco à propos de sa double actualité sur Michel Sardou, Vérité et légende aux éditions Perrin, et puis Le Petit Sardou illustré aux éditions hors collection. Didier Gustin qu'on a entendu tout à l'heure dans ses extraits de ce spectacle, et on le disait tout à l'heure, cette façon de faire des mélanges finalement dans le patrimoine de la chanson française. Oui. C'est-à-dire qu'on fait chanter Renaud une chanson de Johnny Hallyday, on raconte une histoire. Les gens sont quand même très friands de ça. Oui, il y a ce patrimoine, il est fort dans l'inconscient collectif et dans le cœur des Français. Oui, je m'en suis aperçu il y a quelques années, et je me suis dit c'est incroyable parce que ça fait du bien au public. Les gens sont contents de réentendre des chansons qu'ils aimaient bien et de réentendre des artistes qu'ils n'entendent plus. Par exemple, Pierre Coluche. Pierre Coluche, il est au paradis, tu vois. Alors les gens sont vachement contents parce qu'ils l'entendent, parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont pas entendu quand même. On n'est pas dans la démarche du rire à proprement parler. Là, on est dans quelque chose de tendre finalement, je dirais, de plus tendre. Est-ce qu'il y a des moments de fou rire dans ce spectacle, ou est-ce que c'est quoi l'idée en fait? Comme dirait Raymond Devos, c'est un spectacle d'humour, mais avec de la musique, puis c'est de la poésie, et puis on nous emmène quelque part. À chaque fois, on va dans des endroits forts. Oui, mais ce rire-là, c'est pas Régis Maillot qui va me contredire là-dessus. Il a quand même beaucoup de visages possibles en fait. C'est-à-dire sourire, c'est déjà rire finalement. La tendresse, c'est finalement le début du rire. Je pense à Bourvil par exemple dans sa démarche, qui a flirté toujours avec quelque chose d'assez tendre, qui est aux portes du rire sans être un... Vous voyez, oui. Oui, c'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, moi je trouve que Philippe Catherine est dans cette veine-là. Exactement. C'est-à-dire qu'il est dans la poésie, et puis également dans le rire. Enfin, il est entre les deux. Il est entre les deux. Il a de la tendresse et du rire. Ouais, c'est un pataphysicien quasiment. J'adore. C'est-à-dire, oui, c'est l'art de l'absurde et des solutions imaginaires. Catherine, oui, ça fait partie de ces personnages qui sont comiques finalement
pratiquement à contrario. Oui, absolument. Peut-être même il a peut-être un petit côté dadaïste. Un petit peu. Oui. Une espèce vraiment de veau qui nous ramène dans l'imaginaire. Philippe Catherine, et puis il nous ramène. L'humour pétillant. Tu le fais tellement bien, Raymond DeVos, c'est hallucinant. Sauf le poids. Tu imites moins le poids de Raymond DeVos. Il faut que tu te gonfles comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui a changé par rapport justement au rire et à l'époque, par rapport aux années 80? On en parlait tout à l'heure, Didier Gustin. Rien. Qu'est-ce que tu penses qui a changé un peu? Je pense pas. On rit des mêmes choses, les mécaniques sont les mêmes. Je pense qu'il y a eu une période effectivement où les artistes étaient censurés ou s'auto-censuraient, mais je trouve que la nouvelle génération, Artus et d'autres, n'ont pas de limite. Et voilà, enfin, on retrouve une liberté de ton totale. Ouais, et Régis Maillot, tu es d'accord avec ça? Sur scène. Sur scène, oui, c'est la dernière comment dire... Le dernier espace de liberté. Exactement, c'est cathartique, pour employer un mot compliqué. Oui. Mais non, c'est l'époque qui est pudibonde. Oui. Donc finalement, l'humoriste se cale un petit peu là-dessus et devient un peu parfois un petit bruit ambiant. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs toute la ligne éditoriale, si je peux dire, de ton spectacle, les nouveaux ridicules, c'est-à-dire montrer dans le nouveau, ça touche à ce qu'on disait, c'est-à-dire que ce qui a changé, voilà, ce qui est apparu, mais le ridicule n'a pas d'époque, n'a pas d'âge. À chaque époque, c'est Tartuffe, voilà, les précieuses ridicules de l'époque ont changé un petit peu ont changé de visage ou d'idéologie, effectivement. Le bourgeois d'aujourd'hui est beaucoup plus consensuel, hein. Il est altermondialisme, il porte des Stan Smith. C'est ça. Voilà. Il veut sauver la planète, mais en agitant un iPhone 15 place de la République. Donc ceux-là, ils sont bien ridicules. Donc il est d'urgence, et l'urgence de l'humoriste, du satiriste, d'aller contre ce vent contraire. Oui. Didier Gustin, quand on est dans cette démarche qui est la vôtre, d'ailleurs, avec Régis, il y a quand même tout le temps, au-delà de la chanson, qui est un point central d'ancrage pour toi, il y a après le souci du texte. Qu'est-ce qu'on met dans un spectacle pour faire rire? Une fois qu'on a chanté, une fois qu'on a repris, qu'on a pastiché, le texte, ça c'est quand même quelque chose qui, sur une carrière, est fondamental. Donc on s'entoure comment? On écrit soi-même, c'est ça qui est important, d'écrire soi-même? Moi j'avais eu cette idée de Johnny qui venait dans ma tête, et je trouvais ça sympa, et j'ai appelé mon copain Éric Bouvron, et on a écrit pendant 1 an ensemble. Alors, je suis dans une démarche un peu différente de Régis. Régis, c'est vrai, regarde la société, analyse la société avec un œil aiguisé, et c'est toujours hyper senti, et ça fait du bien, quoi. Moi, je suis plus dans l'imaginaire, où j'emmène les gens plus dans des choses un peu dans la poésie. Ça veut pas dire que Régis n'en a pas. Mais voilà. La dernière fois que j'ai vu une rime, c'est dans un dictionnaire. Je l'ai vite refermé. Et voilà, quoi. Moi j'adore écrire avec Eric Bouvron. On s'est vraiment poilé à écrire. Comment ça se passe quand tu dis vous écrivez comment, en fait? Tu sais comment on écrit? On s'est dit, on s'était rendez-vous à la maison. Et puis je suis dans le sud, donc forcément t'as une piscine dans le sud. Tu as déserté Paris, hein, d'ailleurs, depuis quelques temps. Je suis parti il y a 3 ans et demi, juste après le Covid. T'as jamais pu rentrer, mais après c'est barricadé. C'est surtout ça. Il y avait des bouchons d'Hidalgo, des bouchons sur le périph', c'est ça. Et voilà. Et puis j'ai dit attends, on va peut-être aller faire plouf dans la piscine avant. J'y vais. Et puis je faisais Stéphane Bern. On me dit c'est super, on va faire Stéphane Bern dans la piscine, qui fait tomber sa petite cuillère en argent au fond de l'eau. Donc à l'époque, au moment où il vient chez toi, vous n'avez pas absolument d'idée pour le spectacle? De quoi ça va parler? On avait déjà la première idée de Johnny qui venait un peu dans ma tête. Puis au fur et à mesure, on s'est amusé à écrire des scénettes. Elie Mitchell qui est dans sa cave, qui est en train de refaire le classement de sa cave. On lui dit Johnny, je viens pour le spectacle pour Johnny. Je m'appelle Didier Gustin. Ah oui, Johnny, comment va-t-il? Et Johnny dit dans ma tête, oh merde, il est à jeun. Et ça c'est assez jouissif quand on trouve ces vannes là. Il y a quelque chose, Régis, de très ludique forcément dans ce métier, j'allais dire dans la chanson certainement, presque encore plus dans l'humour peut-être, dans les vannes qu'on cherche, et qu'on trouve. Il y a quelque chose de Oui, on est des enfants face à ça. Ah oui, on joue.
On joue. De toute façon, on est des sales gosses. On est des sales gosses. C'est ça la définition de l'humoriste, c'est d'être dans la désobéissance absolue. Donc fondamentalement, on est heureux quand on lâche une petite pépite qui va déranger, qui va faire couiner, sourire ou même caresser. C'est une petite fessée sympathique, l'humour. Oui, c'est ça. Tu es dans un héritage d'humour, j'allais dire, assez traditionnel. On peut le qualifier de ça. Les Deux ânes, par exemple, quand on parle du Théâtre des Deux ânes, ton oncle, Jacques Maillot, etc., on parle plutôt d'un humour traditionnel. Est-ce que c'est le bon mot et le bon terme? Je ne sais pas si on peut qualifier d'un humour assez classique, on va dire. C'est-à-dire un héritage, une école, on va dire, une école. C'est la satire. Enfin, la satire, c'est beau marché, c'est Rabelais, c'est Voltaire, c'est ce mélange un peu d'humour gaulois, mais aussi intransigeant. C'est Molière, c'est ça. On est les héritiers de Bélanger aussi, d'Aristide Bruand sur son tonneau qui gueulait à la foule. C'était le chansonnier, en fait. On n'est pas loin du chansonnier. Ouais, c'est Coluche. C'est un chansonnier. Renaud, c'était un chansonnier, le chanteur Renaud. Parce que voilà. Donc, on est surtout des fous du roi, des agitateurs. Et d'ailleurs, tu as bossé toi aussi sur France Inter avec Stéphane Exactement. Mer, au Fou du Roi, d'ailleurs. À l'époque où c'était une formidable radio. Voilà. Elle ne l'est plus, visiblement, selon toi. Si, c'est toujours un superbe média. Mais nous, on avait cette chance au Fou du Roi de faire de l'humour dans une tribune fantastique qui était un studio en public. Donc on était, on avait le public pour rire. Donc quand on avait un politique, si on avait aussi un écrivain, un BHL ou un Pasqua ou un Jospin qui venait ou un autre, un Hollande, on faisait rire. Donc c'était gagnant pour nous parce que le public riait et on voyait la force de l'humour. Ça c'est important. C'est important parce que souvent dans les émissions de télévision, de radio, l'humour devient un peu aseptisé. Voilà, on fait rire une table, nous on fait rire les gens. Oui, c'est pas faux. Je suis assez d'accord. Didier, tu partages ça aussi? J'ai rarement fait rire une table. C'est compliqué, c'est compliqué. Le spectacle de Régis Maillot, c'est ceci. Je me présente à mon tour, je suis Mademoiselle Jourdan, et depuis le mois dernier, vous pouvez m'appeler Patrick. Que du côté de Riyad, les choses avancent. Les femmes ont désormais le droit d'aller au cinéma. Oh putain. En même temps, avec le niqab, elles avaient déjà le 16/9e. Ça, c'est visuel, hein. Oui, on voit bien. Non, mais on imagine bien. Kamikaze, c'est pas le genre de métier que tu fais en pensant à la retraite. Il y a un côté carpe diem. C'est un métier passion. Tu t'éclates. Régis Maillot, les nouveaux ridicules qui est en tournée, et puis au Théâtre des Deux ânes jusqu'au 26 avril 2025. Alors il y a une caricature là, une peinture de plein de personnages. Par exemple, toi, tu l'avoues, tu le racontes, tu as une petite nièce, ça doit t'aider, activiste écolo, un cousin zadiste. Exactement, oui. Et tu as même un neveu wok aussi. Oui, on a tous maintenant un neveu wok. Ça facilite tout ça. Il est bien, il est comment dire, il est en BTS Cancel Culture, option décolonisation à Sciences Po. Donc on est dans le cluster, tu vois. Lui, il est formidable. Il veut être déboulonneur de statues, ce qui fait que les pigeons le détestent, quoi. Il voit du racisme systémique partout. Là. Il est dans l'hyper-repentance. Il a 17 ans, mais il s'en veut de tout. Là, récemment, maintenant, il descend les poubelles de son voisin parce qu'il est noir. L'autre a compris qu'il était con, il le laisse faire. Pas mal. Régis Maillot, les nouveaux ridicules. Il est en tournée, Régis, dans 15 jours. Il sera à Fresnes, mais pas à la prison. Oui, pas encore. Le 23 à Châtel-Guyon, etc. Et le Guyon. Et le 11 avril à Lorette. Nous sommes en compagnie également de Didier Gustin pour son spectacle Johnny Libre dans ma tête. On tourne évidemment dans toute la France. Et puis on va parler bientôt avec Florent Baraco pour sa passion, au sujet de sa passion pour Michel Sardou. Nous revenons juste après ça sur Sud Radio. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. On va évoquer tout à l'heure Michel Sardou avec Florent Baraco, mais on peut l'évoquer aussi avec Régis Maillot et Didier Gustin qui sont nos invités autour de cette table. Je viens du Sud Radio, c'est ça. Oui, pas mal, Régis. C'est de l'autopromo. C'est de l'autopromo, absolument. Il n'y a que ça sur cette salle. On fait que s'autopromouvoir. Que des chansons où il y a Sud dans le titre.
Et il fait chaud dans le studio, évidemment, On parce que c'est dirait Sud le Radio. Sud Radio. Les gens vivent longtemps À Sud Radio. en l'écoutant. Sud Radio. On parle de musique, on parle de rire, on parle spectacle. Régis Maillot, Les Nouveaux Ridicules. C'est au Théâtre des Deux Ânes jusqu'au 26 avril et en tournée dans toute la France. Didier Gustin, Johnny, Libre dans ma tête, d'Éric Bouvron et Didier. Et on parlera de Michel Sardou avec Florent Baraco tout à l'heure. On parlait aussi de création de spectacles, d'écriture. Toi, tu disais, j'ai relevé ça, Régis Maillot, que tu travaillais à la manière d'un musicien de jazz. C'est-à-dire, et c'est ce que vous disiez juste avant de reprendre l'antenne. J'ai dit beaucoup de conneries. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours à jeun. Il y a une façon d'improviser, quoi. C'est-à-dire de s'amuser. Didier parlait de Guy Bedos qui faisait les 100 pas dans son théâtre à partir de quelques notes qu'il avait en main pour improviser. Cette improvisation, chez toi, visiblement, elle est importante, Régis Maillot ? Elle est faussement importante. C'est-à-dire, il faut, comme un musicien de jazz, on connaît ses gammes par cœur. Pour pouvoir improviser, il faut pas du talent, il faut du travail. Et parfois, quand on fait l'exercice, notamment de la revue de presse que je fais en fin de spectacle, j'arrive avec des nouvelles fraîches, mais vraiment, ça peut être du jour. Hein. Alors, ça peut être le nouveau Premier ministre, mais comme il change toutes les semaines, on doit... pas sûr. Voilà. Et donc, on a des bribes. Et tu les prends dans la ville où tu es, là, quand tu parles des deux ânes, ou quand tu es en tournée, ça se passe comment ? En tournée aussi, oui, mais il faut, par exemple, voilà, si les gens, ils aiment bien qu'on fasse du local. Si j'arrive à Marseille, je vais dire, je suis très content d'être dans la banlieue ouvrière si je vais à Aix-en-Provence, je vais dire je suis dans la banlieue ouvrière de Marseille, par exemple. Mais voilà. ça leur plaît, ça. Ils sont contents. Voilà. Et quand je fais à Marseille, je ne fais jamais ça parce que j'aime la vie. Courageux mais pas téméraire. Il ne faut pas, je veux dire. Voilà. Oui, c'est ça. Donc il y a cette partie importante d'improvisation, effectivement. Et c'est ce qui construit le spectacle. Non, le spectacle, il y a vraiment cette trame, mais il y a une musique. Enfin, quand je parle d'improvisation, c'est qu'il y a une forte musicalité dans l'humour. C'est-à-dire, on a vraiment, sauf que les tempos sont remplacés par les applaudissements ou par un rire. Donc, c'est très important. C'est une partition similaire, mais qu'on joue finalement différemment chaque fois, parce que il faut se mettre au diapason du rire du public. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, c'est là où on se rapproche un peu du musicien un peu de jazz, c'est-à-dire on est vraiment à l'écoute, mais on n'est pas à l'écoute forcément de ses camarades du band, mais vraiment le public. Et ça, c'est très agréable. Dans la tradition, justement, c'est très pénible ce que je viens de dire. Non, pas du tout. De l'humour que tu pratiques. Il y a quand même comment dire, la caricature politique. Ça, on n'y coupe pas. Donc, dans ton spectacle, j'imagine que tu vas visiter quelques personnages politiques que les Français aiment ou détestent, d'ailleurs. Oui. Qui, par exemple, tu rends visite à qui ? En fin de spectacle, on dit bonjour un peu à tout le monde. Qui, par exemple, tiens, il y a là, en ce moment, Bayrou, j'imagine, Emmanuel Macron, forcément. Bayrou, oui, c'est bien, parce que c'est bien d'avoir un petit nouveau, hein, quand même. On est quand même passé de la 5G au modem. C'est formidable. Elle est bien. Non, mais Bayrou, c'est la GPA de Macron, quoi, quelque part. C'est-à-dire, il l'a porté au pouvoir, et maintenant, il a enfin le loyer, quoi. C'est formidable. Et Macron, alors, qu'est-ce qu'on en fait de Macron dans ce spectacle ? Il est présent souvent, Macron, oui, déjà, lui, il est plus narcisse que Jupiter, on l'a tous compris. C'est vrai qu'il nous a fait son allocution il n'y a pas longtemps. Il nous a dit the rest, c'est-à-dire c'est un forcené, il a bouffé les clés de l'Élysée, à mon avis. Et il nous a quand même expliqué que la dissolution, c'était notre faute, qu'on a voté comme des crétins. Donc on nous a vendu quand même c'était le Mozart de la finance. Quand on voit la dissolution, c'était quand même le Stevie Wonder de la prospective, le gars, quoi. Ce qui est fou, parce que moi j'ai eu la chance de voir le spectacle de Régis, c'est qu'en fait c'est un humoriste, mais c'est aussi un éditorialiste politique. Et en fait, il fait passer par de l'humour quand même une analyse très fine de la politique actuelle. Et là, typiquement, ce qu'il a dit sur Macron, Bayrou et la GPA, c'est quand même assez vrai. Il y a quand même, il y a toujours quelque chose à ressortir. C'était le cas de Leluron, du Théâtre des Deux Ânes avec Jacques Maillot, Bernard Mabille, etc. Et ils ont ce côté aussi très éditorialiste. Ils ont une analyse très fine. C'est des connaisseurs de la vie politique. Florent Baraco, tu parles, j'allais dire, pour toi, parce que tu es passionné par Michel Sardou et tu viens nous voir justement pour 2 ouvrages le concernant, et puis tu es toi-même de manière très sérieuse, voilà, un journaliste politique. Bien sûr, mais Régis, il peut dire des choses que je ne peux pas dire, mais avec une bonne analyse. Comment se fait ce lien, ce qui te concerne? Tu es tout jeune, tu as cette passion pour la chanson française, pour la politique, tu es passionné d'histoire, de Napoléon notamment. Quel est le lien entre Napoléon et Michel Sardou? Alors explique-moi un peu. Le lien entre Napoléon et Michel Sardou, c'est une chanson, c'est que Michel Sardou, il a écrit une chanson sur Napoléon qui s'appelle La
marche en avant. Et il voulait monter un opéra rock sur Napoléon, et ça s'est pas fait. Et finalement, c'est Serge Lama qui a fait la comédie musicale. Non, mais en fait, c'est de la culture populaire. Et Napoléon, c'est de la culture historique, mais populaire, très ancrée dans l'ADN des Français. Et Michel Sardou aussi, parce que c'est un chanteur qu'on écoute quand on part en vacances, dans les fêtes. Et ce qui est assez marrant avec Sardou, c'est que on chante le lac du Connemara à la fois à la fin d'un mariage de province, mais aussi dans une école de commerce à Paris. Et ils sont rares ces personnages qui réunissent finalement les Français. Mais au-delà de la musique et de l'enveloppe, j'allais dire, il y a un propos sociétal, politique. Il y a un propos sociétal, politique, surtout fort, dans les années 70, où Sardou a voulu se différencier en racontant l'actualité. Et lui aussi était un éditorialiste musical, parce que quand il fait « Je suis pour » lors de l'affaire Patrick Henry, où il prend parti... Lui dit pour la loi du talion, mais tout le monde a compris que c'était pour la peine de mort. Dans les années pour le France, c'est ça. Pays breton, Saint-Nazaire, pays breton. En se faisant passer pour le bateau, c'est ça la force de Sardou, c'est de jouer les personnages. Comme Cabrel l'a fait pour le taureau, il l'avait fait pour le bateau juste avant lui. Depuis longtemps que j'attends cette pierre. Brel avait fait une chanson formidable aussi sur les taureaux s'ennuient le dimanche. Oui, absolument, j'adore. Revenons juste, Didier Gustin, sur tes choix. J'aime bien que vous me choisissiez, vous, autour de la table, des chansons, par exemple, qui illustrent un moment de votre vie, ou ce que j'appelle les chansons sous-estimées, c'est-à-dire les chansons qui sont passées un peu sous les radars et qui vous ont retenu votre attention, mais que le grand public n'a pas entendu. Alors, commençons par la chanson d'enfance, en ce qui te concerne, Didier Gustin, c'est ceci. Comme un avion sans aile. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais. J'ai chanté toute la nuit. Avec la distance, la nonchalance, comme fausse d'ailleurs. Et c'est de Charles-Élie Couture. C'est la chanson la plus écoutée chez Boeing en ce moment. Régis Maillot, oui, évidemment, comme un avion sans aile. Quelle image revient, Didier Gustin? C'était mon petit village d'enfance, et puis du côté de Bar-le-Duc. J'aimais beaucoup cette chanson. Puis après, on s'est rencontrés avec Charles-Élie et Tom Novembre. Et c'est deux personnes extrêmement gentilles. Puis à chaque fois qu'on se voit, on parle de Pâté Lorrain, on parle de Quiche Lorraine. L'essentiel. C'est ça l'essentiel de la vie. Patricia Cass. C'est des Madeleines de Proust. Mais ce qui est formidable, en tout cas pour ma part, ce qui est génial, c'est que j'ai imité plein de gens. Et après, je les ai rencontrés. Et ça, c'est un cadeau, un cadeau extraordinaire. Après, la preuve pour Cabrel, quand on s'est vu tous les deux. On a eu le bonheur de partager un plateau avec Francis, en hommage à Nougaro, où tu es venu chanter. On a chanté un duo d'ailleurs, un trio avec Francis même. C'était un très joli souvenir. C'est ça, c'est les cadeaux de la vie. On n'a pas besoin de trophées, de Molière ou tout ça. C'est ça les récompenses. Bien sûr. Et si je te demande cette chanson sous-estimée, tu me réponds ça, Didier Gustin. Mon blues a déjanté sur ton corps animal. Ça, j'adore ça. Dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure. Thieffen. Juste après le péage. Hubert Félix Thieffen. Lorelai. J'adore cette chanson. J'étais dans ma chanson sous-estimée, qui est passée quand même dans moi. Chez Thieffen, c'est une de celles qui a été le plus médiatisée. Qui a été le plus médiatisée. Il y en a 3. Il y en a 3. Puis après, il en a fait plein. Mais c'est vrai que celle-là, c'est surtout. Disons que c'est pour moi un souvenir aussi d'enfance, surtout. Parce que j'enregistrais des émissions à la radio avec un vieux magnéto à bande. J'avais pas de magnéto et je me repassais ça et j'avais réussi à choper cette chanson, j'adorais, je me la repassais en boucle et à chaque fois que je l'écoute, je repars dans les Vosges, je suis avec mes parents, ma mère fait des gaufres, j'adore. Mon père est en train de couper du bois dehors, tu vois, c'est tout de suite, c'est vraiment de les Madeleines de Proust. C'est ça. On est d'accord, Florent Baraco, ce rôle des chansons, et chez Sardou, il est très présent aussi, ce rôle-là, parce qu'il y a plusieurs générations qui ont été bercées par mais je vous dis, Sardou. C'est la voiture. On part en vacances et on écoute Michel Sardou. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et quand vous allez voir un concert de Michel Sardou, les gens pourraient dire c'est des têtes blanches qui vont voir Michel Sardou. Et en fait, vous avez toute la famille. Et c'est finalement la maladie d'amour. C'est de 7 à 77 ans. Et en fait, les grands-mères qui ont connu Sardou dans les fins des années 60, début 70, viennent avec leurs filles, les fans des années 80. Puis après, les petites filles qui ont redécouvert Sardou avec la famille Bélier. Et en fait, c'est ça la chanson française, la chanson populaire.
faire, c'est d'être capable de réunir, et les occasions sont assez rares de se réunir, et de réunir toute la famille, toutes les classes sociales. C'est un chanteur à texte, Michel Sardou? Ah, évidemment, c'est un chanteur à texte. C'est quoi un chanteur à texte alors? C'est quelqu'un où il y a du propos dans ce qu'il dit, et les chansons ne restent que parce qu'il y a du texte. Parce que la musique, c'est très sympa, mais il faut aussi qu'il y a du texte. Alors là, t'as raison. Un propos. Et on parlait de Bachung, Didier Gustin tout à l'heure. Bachung, il disait, on rentre dans une chanson par la musique et on reste par le texte. On y reste par le texte, oui. Ça, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Et c'est évidemment ce que tu dis par rapport à Sardou. Par exemple, Les Lacs du Connemara, on pourrait penser que c'est une chanson simplette. Ça raconte un mariage dans une Irlande divisée politiquement. Et en fait, il y a une scénette. Enfin, c'est formidable, et c'est pour ça qu'elle reste et qu'elle a autant de succès. On y reste souvent par une phrase, par une seule phrase, par un bout de couplet. C'est souvent ça qui est merveilleux dans une chanson, et notamment la chanson française, c'est qu'elle vous capte, et on a tous en mémoire collective une phrase. Absolument. Oui, ça vaut le coup, et puis quelquefois on la chante sans comprendre les paroles, comme disait l'autre, et c'est encore plus fort, parce que quand on découvre le texte, on est passé quelquefois des années à côté du texte, et on dit mais c'est ça. Ça c'est dingue ça. Quand on découvre que l'Aigle Noir de Barbara, c'est une chanson qui parle d'un sujet terrible, alors qu'on a tous, je pensais que c'était un corbeau qui se posait pas, quoi. C'est un peu ça. On est avec Régis Maillot, avec Didier Gustin et avec Florent Baraco. On revient juste après ça sur Sud Radio. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connor, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Pas du sang qui coule dans nos veines. On va aborder Michel Sardou avec Florent Baraco dans quelques secondes. Nous sommes également en compagnie de Régis Maillot, son nouveau spectacle, Les Nouveaux Ridicules, Théâtre des Deux Ânes jusqu'au 26 avril. Et puis en tournée, Didier Gustin, Johnny Libre dans ma tête, en tournée dans toute la France. Et dans quelques secondes, on aura Pascal Gallet qui va nous, le maestro de Sud Radio, pour sa chronique Tout est classique, qui nous parlera de l'immense Jean-Sébastien Bach dans quelques secondes. Puis on ne voit plus trop en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il devient. Moins en promo. Je ne sais pas ce qu'il devient. Florent Baraco. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Michel Sardou? Alors du coup, Michel Sardou, il s'est installé dans le sud de la France. Il a quitté sa Normandie. Avec Didier Gustin, alors il est pas très loin. Et on murmure qu'il pourrait faire un retour sur les planches de théâtre, parce qu'il a deux passions quand même. C'est la chanson, mais il rêvait d'être surtout comédien. Et il alterne entre tournée, concert et aussi pièces de théâtre. Il avait joué du Sacha Guitry en 2019. C'est un enfant de la balle, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Fernand Sardou, Jackie Sardou, les papa et maman. C'est quoi cette attitude, enfin c'est une posture, ce grincheux qu'il est, ou finalement non, il est comme ça dans la vie? Il est quand même un peu comme ça dans la vie, mais il le surjoue. Parce que ce qu'il explique, c'est que quand vous êtes dans un métier artistique où il y a beaucoup de concurrence quand même, il faut se démarquer. Et lui, il s'est démarqué comme ça. Il s'est démarqué au début des années 70 parce que, en gros, toute la profession était plutôt de gauche. Lui, il a pris un petit créneau à droite. Il n'est pas de gauche Non, s'il avait quand même un petit fond de sauce quand même. Mais d'être provocateur, de dire ce qu'il pensait. En fait, c'est vraiment un anarchiste de droite, un punk de droite, où le mot punk est presque plus important que le mot droite. Et en fait, ce qu'il aime bien, c'est raconter, de se lâcher, de faire parler de lui. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que c'est le seul artiste qui a plus de 70 ans qui, quand il fait une télé, vous avez ensuite 10-15 papiers dans la presse qui reprend ce qu'il a dit, parce que c'est un esprit libre et il y en a de moins en moins, donc dès qu'il y en a un, on le garde. Et provocateur aussi. Il sait faire. Il sait faire, c'est un professionnel. Et puis le vrai punk, il porte une cravate en général. Oui, c'est ça. Les punks qui s'ignorent notamment. Tu as choisi quelques extraits, Florent Baraco, donc pour illustrer ton propos et parler de Michel Sardou, Vérité et Légende. Ça, c'est aux éditions Perrin. Et puis ce petit Sardou illustré que vous pouvez encore offrir chez Hors Collection. Tu vas nous en dire un mot, mais tu as choisi par exemple ce titre-là. Les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin?
besoin. Les Ricains, si les Ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie. Premier succès. Premier succès pour Sardou, première polémique. Très politique. Très politique. Première polémique puisque le disque a été interdit d'être diffusion sur l'ORTF. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la version album, dans le single, il y a Hitler qui parle au début, donc on se dit un jeune de 20 ans qui met du Hitler en début de chanson, et c'est un succès, c'est un bon succès. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il n'y allait pas dans le dos, mais il y a un propos. Il y a un propos, Oui, on est au milieu des années 60. Ça se disait pas, ça. Oui, avec un anti-américanisme assez primaire, porté aussi par le général de Gaulle qui ferme les stations de l'OTAN en France. Et lui sort cette chanson où il dit: les gars, souvenez-vous qu'il y a 20 ans, on était bien content d'avoir les Américains. Et pour moi, voilà, il lance sa carrière là-dessus et c'est quand même incroyable. Il y a également ce choix en ce qui te concerne, Florent Barraco. On vient de marier le dernier. 73, Les Vieux Mariés, Michel Sardou. Incroyable. Nos enfants sont désormais. Ça, c'est une peinture sociétale, justement. C'est une chanson sociétale, c'est une histoire. C'est un couple qui s'aime encore malgré les années. Et malgré les enfants. Malgré les enfants. C'est une chanson en réaction à la chanson de Brel. Exactement. Qui trouvait trop négative sur la vieillesse. Et il y a surtout une montée vocale de Sardou à la fin de la chanson qui est extraordinaire et qui annonce le France et j'accuse, etc. Et il y a ceci aussi. Ah oui. Voilà, moi ça me parle parce que je suis canois, donc j'aime beaucoup cette chanson. C'est les origines, c'est la continuité, l'enracinement géographique. Cette chanson extraordinaire. Alors pour la petite histoire, elle a été reprise par Chimène Badi. Et Sardou adorait faire cette blague, c'est-à-dire que quand il a écouté cette chanson de Chimène Badi, il a dit: je me souvenais même plus que c'était moi qui l'avais chantée en premier. C'est mignon, c'est mignon. Non, mais il est gentil, c'est un gentil gars. Dans les engagements politiques, en tout cas, voilà, les chansons de Sardou, il y a ceci aussi. Ah oui, Rich. T'as raison, tu rigoles. Là, il est allé fort aussi. Il est allé, alors, pas si fort que ça. Notamment, ça a divisé son co-auteur Pierre Delanoë, parce que c'est une chanson sur l'idéal communiste, dévoyé par les soviétiques. Et en fait, il y a cette phrase: Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Et ça rendait fou justement Pierre Delanoë, qui était un anticommuniste primaire, qui était plus stalinien que Lénine. Et qui disait: mais on peut pas dire ça parce que Lénine, c'est quand même le premier dictateur de l'histoire du monde. Et il supportait pas ça, mais Sardou s'est toujours positionné là-dessus en disant: on parle des idéaux, mais des idéaux dévoyés. Et il y a une autre chanson, notamment sur la Révolution française, qui sort en 89 pour un concert, où il dit: elle avait de belles intentions, la Révolution. Et en fait, il célèbre la Révolution, mais les excès de la Révolution. Et en disant: bon, les idéaux sont toujours bien, mais ils sont souvent dévoyés. On a quand même coupé des têtes, enfermé des gens, torturé. Mais au départ, elle avait de... Oui, c'est bien, on dit, oh, la Révolution, sympa. Merci Florent Barraco. Le petit Sardou illustré aux éditions hors collection. Et puis Michel Sardou, Vérité et Légende aux éditions Perrin. Merci d'être passé nous voir, Florent Barraco. Également, il était avec nous aujourd'hui, le spectacle Les Nouveaux Ridicules par Régis Maillot. C'est au Théâtre des Deux Ânes jusqu'au 26 avril. Et puis, très drôle. C'est ça, à Montbéliard aussi. À Montbéliard aussi, absolument. Parce que sinon, je vais avoir que des tauliers. C'est ça. Et puis, Didier Gustin. Vas-y, dis-moi le titre de ton spectacle. Johnny, libre dans ma tête. Johnny, libre dans ma tête, puis on tournait je t'apparais, puis après, Stade de France. Didier Gustin, un spectacle d'Éric Bouvron et Didier Gustin. Merci beaucoup les garçons d'être passés nous voir dans le Loft Musique. Merci. Pascal Gallet est avec nous pour la chronique Tout est classique. Aujourd'hui, il va nous parler de l'immense Jean-Sébastien Bach, un des fondateurs de la musique baroque, dont l'influence retraverse les époques. Très sympa aussi. Absolument. Pascal Gallet tout de suite. Sud Radio. Tout est classique. Pascal Gallet. Bonjour à tous. Bonjour Yvan. Lorsque vous entendez ce prélude de Bach, que je vous joue actuellement, il vous évoque sûrement la chanteuse Morane, dans sa chanson sur un prélude de Bach. Eh bien voici Morane qui chante ce prélude de Bach, bien sûr. Sachez que la tonalité dans laquelle chante Morane est différente que celle composée par Bach. En attendant,
Quel bel hommage rend Moran à Bach, mais aussi à cet immense pianiste classique qu'était Glenn Gould. En parlant de pianiste, eh bien maintenant cette fois-ci Bach dans le jazz, avec le grand pianiste français Jacques Loussier, dans une invention de Bach en fa majeur. Étonnant, non ? Après avoir entendu ces différentes approches de la musique de Jean-Sébastien Bach, à mon tour de vous faire vibrer avec Bach et mon piano tout en vous parlant. Je continue à vous jouer ce prélude, mais cette fois-ci dans la vraie tonalité. Chez nous, les musiciens classiques, on dit que Bach est notre père musical. Bach était un compositeur allemand des XVIIe et XVIIIe siècles, en pleine période baroque. Bach était l'un des architectes de la musique baroque. Il résida à Hessenah et à Leipzig sur ses 18 enfants, figurez-vous. Plusieurs sont devenus des compositeurs, comme Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach ou encore l'une de ses femmes, Anna Magdalena Bach. D'ailleurs, connaissez-vous cette mélodie? Écoutez. C'est joli. Elle est de Anna Magdalena Bach. On donne très souvent ce morceau aux débutants. Étant toujours à mon piano, tout en vous parlant en même temps. Écoutez sous mes doigts cette musique de la célèbre toccata pour orgue. Nous l'avons entendue aussi dans le dessin animé Il était une fois l'homme, dans lequel un petit personnage à la barbe longue et blanche nous faisait voyager à travers l'histoire de l'humanité. Finalement, Bach dans la musique classique, Bach dans la musique actuelle, ou Bach dans le jazz, ou encore Bach dans les dessins animés. La puissance et le génie créatif de ce compositeur sont tellement évidents que nous pouvons affirmer, sans l'immense Jean-Sébastien Bach, la musique classique ne saurait pas ce qu'elle est. Tout est classique. Merci Pascal Gallet. La chronique Tout est classique est à retrouver en podcast sur Sud Radio et sur les réseaux sociaux. C'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine. C'est de ne plus voir